Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cet entretien spécial de Canal Algérie. Au cœur d'une tempête médiatique différée en France, et vous comprendrez dans un moment le pourquoi du différé, Gabriel Souleika, historien, écrivain prolifique et cinéaste algérien, reste droit dans ses bottes. Son nationalisme, qu'il met au service de la vérité historique, difficilement discutable d'ailleurs, car répertorié en grande partie par les criminels de guerre français eux-mêmes, dérange et excite les esprits revanchards et fascistes de l'ancien colonisateur. Reçu à la Grande Mosquée de Paris pour y parler de son dernier ouvrage insoumis sur la guerre de libération nationale, Gabriel Souleika fait face à une cabale médiatique extrêmement virulente en France et avec menaces et insultes de la part de lobbies sionistes qui récusent son patriotisme et veulent tout simplement le faire taire. Gabriel Souleika, une voix qui dérange mais qui est avec nous ce soir. Bonsoir Monsieur Souleika, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci. Alors, pour un petit peu remettre les choses dans leur contexte, je le disais, vous avez animé une conférence en novembre dernier à la Grande Mosquée de Paris pour y présenter votre nouvel ouvrage. Au cours de cette conférence, vous y retracez un petit peu l'historique de la résistance et du nationalisme algérien dans la lutte de notre peuple contre le colonialisme français. Et depuis une semaine, vous subissez une véritable cabale médiatique accompagnée de menaces et insultes sur vos réseaux sociaux, sur votre téléphone personnel. Et pour des propos que vous avez tenus sur la Shoah, on va y revenir, mais à votre avis, que s'est-il passé en 2 mois? La cabale médiatique commence maintenant, depuis à peu près une semaine, et la conférence que vous avez tenue à la Grande Mosquée de Paris, c'était le 19 novembre dernier. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Nous avons découvert en fait qu'un lanceur d'alerte d'origine algérienne qui se revendique lanceur d'alerte et qui est en France, qui s'appelle Shaoki Benzegar, a rapporté aux médias d'extrême droite français que je faisais du révisionnisme, du négationnisme et que j'étais un militant du FLN infiltré à la Grande Mosquée de Paris pour y diffuser des propos négationnistes, ce qui est bien sûr totalement faux. Et ensuite, les médias d'extrême droite en France ont repris ces éléments d'information sans les vérifier et se sont lancés, comme vous l'avez dit, dans une cabale médiatique à mon endroit. Ouais. Quelle est l'ampleur des menaces que vous recevez sur votre, y compris d'ailleurs sur votre téléphone personnel, hein? Alors, ce sont des menaces majoritairement racistes. Je ne vais peut-être pas les citer pour ne pas choquer l'audience, mais au-delà de ces menaces racistes, ce sont des menaces de mort directe, des menaces d'atteinte à ma personne, à ma famille. Je donne une conférence mercredi au Centre culturel algérien de Paris, par exemple. On m'a menacé directement de venir m'attaquer dans la rue quand je serai présent au Centre culturel algérien. Ce sont des menaces que je reçois quasiment tous les jours. Oui. Alors, ce sont essentiellement les lobbies et les médias sionistes, médias d'extrême droite, hein, comme d'habitude, qui sont derrière cette cabale et qui en ont après vous. On vous accuse de minimiser le massacre des Juifs d'Europe durant la Seconde Guerre mondiale, alors que vous précisez même au cours de cette conférence que vous parlez dans vos ouvrages, dans vos travaux, de ces massacres. Et ce que vous avez remis en question, c'est qu'il y a une forme finalement de hiérarchisation, j'y arrive, des souffrances et des génocides de par le monde. Vous dites, on ne parle que de ça systématiquement. Il y en a eu d'autres, notamment en Algérie. Oui, tout à fait. Comme vous le dites très justement, je pense que cette hiérarchisation mémorielle, elle est très néfaste pour l'histoire et pour le respect de la mémoire de tous les peuples opprimés. Et j'ai certainement été maladroit quand j'ai dit 1 million de morts pour la Shoah. Moi, je pensais à Auschwitz parce que j'ai écrit un livre sur ce sujet. Mais j'ai surtout pointé le fait que durant la guerre de libération nationale, nous avons eu plus de 1,5 million de shuhada. Et on parle de personnes, on parle de femmes, d'hommes, d'enfants, de gens qui ont été tués pendant cette guerre terrible et sanglante. Et je pense qu'il est nécessaire de toujours avoir en tête que la mort d'un Algérien vis-à-vis de la mort, par exemple, d'un Juif ou d'un Européen n'a pas la même valeur dans le débat historique actuel en Occident. Oui, alors justement, particulièrement en France, la parole devient de plus en plus compliquée, en tout cas pour parler ne serait-ce que de l'entité sioniste et du génocide qu'elle commet en Palestine, mais pas que.
tous les symboles liés à cette entité sioniste sont désormais sacralisés un petit peu en France, notamment à travers cette proposition de loi liberticide, en débat d'ailleurs à l'Assemblée nationale, la loi Yadan, qui prévoit jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Le Monde, le quotidien Le Monde, parle d'ailleurs ce matin d'un amalgame volontaire visant à censurer les discours critiques à l'encontre de la politique de l'entité sioniste. Ça va compliquer un petit peu la tâche pour vous, Gabriel Souleika? Alors, nécessairement, parce que moi je le dis très clairement et j'ai toujours gardé cette position, en aucun cas un Algérien ne pourra se réjouir de ce qui s'est passé pendant l'Holocauste. Mais une chose est certaine, l'entité sioniste aujourd'hui qui commet des atrocités en Palestine, particulièrement à Gaza, et ça dure depuis 70 ans, nous pond une loi effectivement de manière indirecte en France, comme vous l'avez dit, mais cela nous interroge sur la liberté d'expression et cela nous interroge sur le débat historique que l'on peut mener en France sur des questions mémorielles qui appellent tout de même la responsabilité de l'État français dans les crimes coloniaux commis en Algérie, aussi bien durant la Grande Guerre de libération nationale, mais dès 1830, le 14 juin, quand les Français sont arrivés en Algérie. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils veulent essayer de noyer ce débat en nous mettant en avant l'antisémitisme, l'Holocauste, etc. Mais il faut être très lucide. On ne nous fera pas taire, on ne cessera pas de rétablir la vérité historique qui concerne le peuple algérien dans son ensemble. Mais effectivement, cette loi est vraiment très curieuse à mon sens, parce qu'elle veut nous faire taire, elle veut nous empêcher de parler en fait. Oui. Donc la parole est bridée en France sur certaines questions du moins. Est-ce que vous considérez que vous êtes un peu un symbole aujourd'hui de ce qui n'est pas toléré en France, ne serait-ce que par le fait que vous soyez un Algérien, vous soyez un chercheur, un historien qui cherche un petit peu dans cette mémoire douloureuse de notre côté, essentiellement du côté algérien, que vous soyez un fils de Moudjahed, que vous ayez tenu cette conférence à la Grande Mosquée de Paris. Tout ça, ce sont la Grande Mosquée de Paris qui est en ce moment dirigée par un Algérien. Et donc, ce sont autant de symboles qui dérangent aujourd'hui en France. Est-ce que vous pensez qu'à travers vous, à travers cette cabale médiatique, c'est un peu l'Algérie qu'on veut dénigrer encore une fois? Alors, franchement, sans être paranoïaque, je pense que ma modeste personne n'est rien face à la stigmatisation de l'Algérie, mais c'est d'abord l'Algérie qui a été visée à travers moi, parce que comme vous l'avez dit, la Grande Mosquée de Paris, qui est quand même un lieu de fraternité, où la parole est ouverte et on ne tiendra jamais des propos racistes ou antisémites, mais c'est l'Algérie qui est visée, la Grande Mosquée de Paris en tant qu'institution dirigée par un recteur qui est algérien. Et je crois qu'au-delà de cela, ce qui a surtout dérangé les médias français, parce qu'ils ont quand même fait une émission d'à peu près 1 heure pour dire que lorsque je disais 1,5 million de chouhada pendant la Grande Guerre de libération nationale, c'était faux selon eux, et que mes chiffres étaient faux, et que c'était à peine 200 000. Oui. Et vous savez, c'est problématique quand on dit à peine lorsqu'on parle de femmes, d'hommes, d'enfants, civils, des combattants. Même 200 000, c'est un chiffre énorme, mais ils sont vraiment dérangés par le fait que, librement, je le dis devant des caméras, 1,5 million de morts de 1954 à 1962. Ça, ils ne veulent pas en entendre parler, parce que ça les renvoie à ce qu'ils ont fait, ça les renvoie aux crimes coloniaux, et ça les renvoie à leur responsabilité vis-à-vis même de la place que la France veut avoir, en disant « nous sommes le pays des droits de l'homme, nous sommes un pays de la liberté d'expression ». Mais en fait, tout cela est une chimère, puisque regardez les attaques que je subis, alors que je ne fais que dire la vérité, qui est peut-être la mienne selon eux, mais je pense qu'il y a un consensus historique pour dire que la guerre d'Algérie, et je rappelle que c'est en 99 qu'ils ont reconnu que c'était une guerre, avant ils appelaient ça une mission de maintien de l'ordre. Les événements d'Alger, par exemple, oui. Mais alors, justement, pas des événements, c'est une guerre totale. Justement, vous faites aussi parler leurs criminels génocidaires, et c'est c'est là où le bas blesse, quand vous rappelez les écrits de Bugeaud, de la Mauricière, de Duval, ce sont des criminels tout simplement, et qui ont eux-mêmes reconnu des crimes de masse en Algérie.
à travers le récit militaire consigné et pourtant pour certains disponible sur Internet pour le grand public. Ce sont là encore autant de symboles prestigieux en France, symboles de noblesse, de valeurs patriotiques en France que vous bousculez, que vous remettez en question. Et en plus de la part d'un fils de Moudjahid, ça passe pas. On l'imagine bien. Alors, ça passe pas du tout, parce que dans la mesure où ce que je dénonce, et vous l'avez dit à juste titre en citant des criminels de guerre, rappelez-vous tout de même que historiquement, quand la révolution algérienne va commencer le 1er novembre 1954, la France va avoir une position très claire, même à l'ONU, elle va dire « nous sommes dans une mission civilisatrice ». Mais je suis désolé, quand on lit les lettres de Bugeaud, qui était gouverneur en Algérie en 1841, il écrit noir sur blanc, il faut tuer les femmes, les enfants, les hommes, le bétail, brûler les récoltes. On parle des colonnes infernales de Bugeaud. Ces propos-là ont même choqué l'Europe entière. Personne n'a compris pourquoi la France se comportait comme ça en Algérie. Mais si on racontait les horreurs en détail, même dans une conférence, je ne peux pas le faire parce que c'est très dur à entendre, on n'est même pas face à un crime contre l'humanité, on est face à un génocide de masse et une extermination culturelle et identitaire. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Aujourd'hui, notre travail en tant qu'Algérien, et moi en tant qu'historien et écrivain, c'est de raconter cette histoire, la diffuser, non pas pour pointer le peuple français, pour lequel on a un grand respect, il n'y a pas de difficulté, mais pour pointer le fait qu'il n'y a pas eu de mission civilisatrice en Algérie. Il y a eu une mission de destruction et de volonté de grand remplacement de notre population. Et ça a échoué parce que nous avons eu des grands résistants, et la résistance a commencé en 1830 et elle s'est achevée en 1962. C'est vrai. Et il y a aussi ce que vous rapportez, là encore ce sont des faits historiques qui sont connus en France et qui sont même comptés par les historiens et les chercheurs français sur le fait par exemple qu'en 1830 il y avait 60% d'analphabètes en France, qu'il n'y avait pas l'eau courante, que les gens se lavaient une fois par an en louant des baignoires, d'où l'expression, vous l'expliquez d'ailleurs dans votre conférence, d'où l'expression ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que le bébé mourait souvent dans des baignoires avec une eau crasseuse. Ce passé plutôt humiliant, on peut le dire, dans pour ce qu'on appelle la France des Lumières, gêne encore une fois. C'est un discours qu'on ne veut pas entendre, particulièrement lorsqu'il est dit et relaté par un Algérien, un franco-algérien. Tout à fait. Alors, vous savez, vous avez des historiens français, je ne vais même pas donner leur nom parce qu'ils ne sont pas intéressants, mais ce sont des historiens reconnus en France qui répètent de manière systématique que l'Algérie est une création française. Voilà. Je rappelle tout de même, si vous le permettez, que le président Giscard d'Estaing, en 1972, lorsqu'il fait sa première visite d'État après l'indépendance de l'Algérie, lorsqu'il met le pied sur le sol algérien, il est accueilli par le président Ouari Boumedienne à la Rahmo, il dit « l'Algérie indépendante face à la France historique ». Et le président Boumedienne, à juste titre, lui répond, devant les caméras, « lorsque Djougourta était torturé dans les prisons romaines, la France n'existait pas ». Et ça nous renvoie à quoi? C'est qu'on voudrait nous faire croire que le peuple algérien, l'âme de l'Algérie, n'existait pas avant 1830. Mais la France est une création du 5e siècle par des peuples germains venus de Germanie, l'Allemagne actuelle. Vous n'entendez pas que les Français n'existaient pas et que ce sont des Allemands d'origine. Mais ça les dérange de savoir que le royaume numide, qui a été un des grands royaumes mondiaux situés en Afrique, mais en Algérie, pour eux, ça n'existe pas. Cette histoire n'existe pas. Pour eux, nous sommes une création française, mais ça, nous le réfuterons et nous le combattrons de manière systématique, tout simplement parce que c'est un mensonge historique et c'est une négation de notre histoire et du peuple algérien qui existait des millénaires avant la France. Mais il y a aussi une grande ignorance du passé ou du passif colonial en France, notamment par les professionnels des médias ou même parfois des politiciens. On se souvient ce qui est arrivé à Michel Apathy lorsqu'il a évoqué ce massacre en France d'une enfumade et Oradour-sur-Glane, et qu'il avait donc dit que les nazis s'étaient inspirés des méthodes des colons français en Algérie. Ça avait soulevé un tollé pas possible. Il a même été congédié par sa direction de la radio en France. Et donc,
Tout ça, ça en dit long sur le degré d'ignorance, de déni total et même peut-être la volonté de travestir l'histoire en France qu'on présente comme, encore une fois, des missions civilisatrices dans les colonies africaines. Oui, alors je vais vous dire même une chose, ça dépasse même le cadre historique, parce que quand vous regardez les massacres du 8 mai 45, qui est une fête célébrée en France, Oui. la fête de la libération, en Algérie, c'est d'abord le jour du souvenir. Ils ont assassiné 45 000 Algériens à Sétif, Kerata et Guelma. Les Français eux-mêmes ne connaissent même pas ces massacres. Et la France, je l'ai dit à la Grande Mosquée de Paris lors de ma conférence, et je l'ai répété dans d'autres conférences, ce ne sont pas des Algériens qui ont mis des Juifs dans des trains. Ce ne sont pas des Algériens qui ont arrêté des Juifs au petit matin pour les mettre dans des camps de concentration. Les Algériens sont venus mourir à Monte Cassino, sont venus mourir en France pour un pays qui n'était pas le leur, pour un pays qui les humiliait, pour un pays qui les traitait avec le code de l'indigénat comme des sous-citoyens. Ce sont des Algériens et des Africains qui sont morts pour la France. Aucun Algérien ni aucun Africain n'a participé à l'Holocauste. Mais la France a honte de ce passé. La France se positionne comme un vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, alors que l'histoire nous dit autre chose. Le régime de Vichy, dès 1940, a collaboré pleinement avec le régime nazi. Et aujourd'hui, la France, elle se cache derrière des célébrations. Nous avons gagné la Seconde Guerre mondiale, la résistance, etc. Mais vous savez, en conclusion, l'imam de la mosquée de Paris, l'imam Mesli, qui a été interné à Dachau et Mauthausen parce qu'il a caché des Juifs à la mosquée de Paris, il n'a pas une rue à son nom en France. Il n'a pas une place à son nom en France. Ils ont juste mis une plaque sur la mosquée de Paris pour dire que l'imam Mesli avait sauvé des Juifs. Ça prouve bien la considération qu'ils ont pour les Algériens qui se sont battus pour la France, mais surtout cette dissimulation et cette manipulation historique qui vise à nous faire croire que la France, comme vous l'avez dit, le pays des Lumières, le pays des droits de l'homme, les droits de l'homme, oui, mais les droits de l'homme français uniquement. Oui, alors justement, ce débat et cette manipulation de l'opinion à la fois nationale et algérienne, parce que voilà, on reçoit aussi évidemment ces chaînes françaises, surtout d'extrême droite, elles sont regardées un peu partout, et il y a cette volonté encore une fois de travestir l'histoire, et ils sont extrêmement moralisateurs sur les valeurs, sur les droits de l'homme, etc. Et on voit par exemple, ce dernier cas de Jean-Marc Morandini, ça interroge quand même sur la moralité, sur l'esprit, enfin la morale plutôt de ces professionnels des médias qui veulent protéger encore une fois une personne qui a été condamnée définitivement par la justice française pour corruption de mineurs entre 2009 et 2016, c'est-à-dire qu'il n'était pas à son coup d'essai. C'est un pédophile tout simplement, ce Jean-Marc Morandini, et on voit le tollé que ça a soulevé parce qu'il est maintenu à l'antenne, et ce sont ces mêmes chaînes qui viennent donner des leçons aujourd'hui à l'Algérie et d'autres pays dans le monde. Très sincèrement, même en France, on ne comprend pas. Vous avez eu un débat, par exemple, entre Jean-Marc Morandini et Gamal Abina, qui est un militant algérien, un journaliste algérien. Il lui a dit en face, l'entité sioniste est en train de commettre un génocide et fait de l'apartheid à Gaza. Jean-Marc Morandini lui dit, quel apartheid? Il n'y a pas d'apartheid, ça n'existe pas. Au-delà de sa réponse qui est totalement abracadabrantesque, pour reprendre les propos de Jacques Chirac, vous l'avez dit, comment peut-on maintenir d'un point de vue déontologique, d'un point de vue éthique, comment peut-on maintenir à l'antenne un journaliste qui va profiter de son aura médiatique pour aller justement corrompre des mineurs et continuer sa prédation telle qu'il le fait, parce que c'est comme ça qu'il l'a fait auprès de mineurs. Quand on lit son jugement, il a profité de sa célébrité pour approcher des mineurs et les manipuler. On ne comprend pas, on ne comprend vraiment pas. Mais bon, c'est les paradoxes de la France, on n'est plus à ça près. Oui, mais en même temps, ce système médiatique protège aujourd'hui des criminels tels que Morandini, qui sont des pédophiles. Ce ne sont pas des petits délits en même temps, donc c'est extrêmement grave. Et vous détricotez aussi, d'ailleurs, complètement, et c'est pour ça que votre discours dérange aussi en France, vous détricotez le principal argument de l'extrême droite sur l'immigration en général et l'immigration des Algériens en particulier, quand vous affirmez que 500 000 Algériens étaient arrivés en France au début du XXe siècle pour construire les routes et les bâtiments en France après donc la Seconde Guerre mondiale. 18 000 d'entre eux vont servir à construire la Tour Eiffel.
à Paris, avec des financements haïtiens, mais ça c'est une autre affaire. Et en pré-campagne, la plupart des partis, et pas que d'extrême droite, de droite, et puis certains un peu de gauche, n'apprécient pas ce discours, puisque la plupart surfent aujourd'hui sur cette vague anti-immigration, anti-algérien aussi. Alors oui, je vais vous dire, ce qui est très important, c'est que l'Algérie représente le symbole de la résistance face à la colonisation française. La construction de la Tour Eiffel en tant que symbole de la France qui aujourd'hui rayonne dans le monde entier. Non seulement il y a des ouvriers algériens, et ça c'est sourcé, c'est historique, et je n'arrête pas de publier des références pour que les gens aillent vérifier ce que je dis. Non seulement il y a des ouvriers algériens qui sont morts durant la construction de ce chantier de la Tour Eiffel, mais au-delà de cela, même quand je dis que ce sont des minerais en provenance d'Algérie, des mines de Ouakar et Zaïna, qui sont à côté de Miliana dans le nord de l'Algérie. Quand je le dis avec des sources, avec des preuves, on me dit non, c'est 100% français, ça vient de Lorraine, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'accepter que ce soit des immigrés algériens qui ont construit les routes, des immigrés algériens qui ont construit les chemins de fer, construit les usines, extraction dans les mines, etc., dans des conditions pénibles. Parce qu'après la Première Guerre mondiale, il y avait eu énormément de victimes en France, il n'y avait plus d'ouvriers, mais au-delà de ça, l'immigré algérien a toujours servi, depuis le début du XXe siècle et même avant, pour les travaux ingrats, casser des pierres, etc., etc. Ils ne peuvent pas le reconnaître parce que ça dirait en fait que ce sont des Algériens qui ont participé à la construction de la France, et ça, ils ne peuvent pas l'admettre. Oui. Ils peuvent pas l'admettre. Alors, vous allez bientôt aussi sortir des livres sur l'émir Abdelkader, l'une des figures les plus emblématiques de la résistance algérienne, dont la France d'ailleurs détient encore les effets personnels de ce grand homme de la résistance. Alors, il y a déjà des centaines d'ouvrages sur l'émir Abdelkader. Qu'est-ce que le vôtre va apporter donc de frais, de nouveau? Alors, vous le dites à juste titre, il y a énormément de biographies sur l'émir Abdelkader, rahimallah, qui sont sorties, qui ont été publiées, majoritairement écrites par des Français, il faut le préciser. Moi, je vais publier des romans historiques. C'est une trilogie où je fais parler l'émir Abdelkader, rahimallah, à la première personne. Et je veux faire, comme j'ai fait pour Insoumis, en racontant l'histoire de Barta, une moudjahida qui a participé à la révolution algérienne de 54 à 62, je veux faire parler l'émir Abdelkader à la première personne et qu'on soit en immersion, comme si on était à côté de lui et qu'on pouvait lire dans ses pensées. Ce que j'apporte, en fait, c'est une autre façon de raconter son histoire, un angle original et surtout faire taire certaines vérités que les Français répètent, et ça en devient des vérités, parce qu'en fait, ce sont des mensonges historiques, que l'émir Abdelkader serait un franc-maçon, que l'émir Abdelkader aurait trahi les idéaux de l'Algérie. Il faut être très clair, c'est un héros national algérien, c'est un symbole de l'indépendance de l'Algérie, et je voulais lui rendre hommage à ma manière, avec une autre manière de le raconter, et ces livres sortiront le premier volume à partir du mois d'avril, Inch'Allah. Très bien. Juste, il nous reste 2 minutes pour clore cet entretien. Vous êtes un écrivain prolifique parce que vous êtes déjà à la tête d'une dizaine de livres, mais un écrivain qui n'est pas publié en France par les maisons d'édition. Pourquoi et quelles solutions vous avez trouvées justement pour y remédier? Alors en fait, j'ai commencé ma carrière d'écrivain il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années, mais j'ai jamais été publié avant 2020. À chaque fois que j'ai présenté mes livres sur l'histoire de l'Algérie, en particulier Insoumis 1954, qui est le volume 1 d'une trilogie sur la révolution algérienne, j'ai reçu des fins de non-recevoir de quasiment tous les éditeurs parisiens, mais surtout une demande de censure. On m'a demandé de réécrire, d'être moins dur avec les crimes coloniaux. Bien sûr, j'ai refusé, et la solution que j'ai trouvée, ça a été de m'associer avec Yasmina Fagbemi pour fonder à New York, aux États-Unis, Choleja Édition, qui nous permet aujourd'hui de publier nos livres de manière indépendante, mais sans une grande diffusion large. Je suis en train de travailler actuellement, et je me rapproche d'éditeurs algériens, pour pouvoir faire publier mes livres en Algérie, mais pour l'instant, on est encore en discussion, on essaye de le faire. Oui. Mais effectivement, en France, vous ne pouvez pas publier de livres qui disent la vérité des crimes coloniaux français commis en Algérie de 1830 à 1962. On le fait quand même avec nos moyens, mais c'est un travail qui est difficile. Gabriel Souleika, je vous remercie. Merci d'avoir répondu à cet entretien. Vous êtes historien, écrivain et cinéaste algérien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
Merci à vous de nous avoir suivis, je le disais, dans cet entretien spécial. On se retrouve très prochainement. Excellente suite des programmes. Au revoir.